Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Winemaker Show, le podcast des amoureux du vin. Pour ce 6e épisode, je reçois Christelle Leprel, déléguée générale de Vin et Société. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est très important pour moi et ça permet de développer ce podcast le plus possible pour vous permettre d'avoir les meilleurs invités et de passer les meilleurs moments ensemble. D'ici là, à très vite et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez Vin et Société pour cet épisode du podcast. Bien, soyez bienvenus. Merci beaucoup. Alors, Christelle, avant de nous en dire un peu plus, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Alors, je ne suis pas du tout familière à la base du milieu vitivinicole. Ma spécialité, c'est la protection des biens culturels en période de conflit armé. Donc, rien à voir, on peut dire, à la base, si ce n'est la dimension patrimoniale. J'ai travaillé pendant à peu près 5 ans à l'UNESCO, ce qui m'a amené à avoir une vraie sensibilité vis-à-vis du patrimoine. Et puis, au terme de ces 5 années, j'ai découvert une annonce pour partir en Bourgogne, puisque la région recherchait un chargé de projet sur l'inscription au patrimoine mondial des climats de Bourgogne. Donc cette aventure, je l'ai commencée en 2008 en tant que directrice de l'association qui visait à obtenir l'inscription au patrimoine mondial. Aubert de Vilaine, le co-gérant de la Romanée Conti, était le président de cette association. Et donc nous sommes lancés dans cette aventure qui était un peu neuve et pour lui et pour moi. Neuve pour moi parce que je ne connaissais que très peu de choses dans le milieu vitivinicole. Et neuve pour lui parce que évidemment l'UNESCO c'est une aventure un peu inédite pour tout le monde. Super, et donc c'est comme ça que vous êtes arrivé à toucher un peu plus le monde du vin, vous y intéresser ? Oui, alors on a toujours... Moi je suis originaire de la Nièvre et donc bourguignonne. Évidemment la Nièvre regarde un petit peu davantage à l'ouest, mais néanmoins elle fait partie de la Bourgogne. Et on a forcément une éducation dans son enfance à la dimension vitivinicole. Et puis quand on est français, c'est compliqué de ne pas être proche de ce produit culturellement. C'est quelque chose auquel je me suis intéressée depuis, on va dire, l'adolescence, parce que mon grand-père était un passionné de vin, qu'il m'a communiqué. Et puis à partir du moment où je suis arrivée en Bourgogne, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs ambassadeurs autour de moi pour me former à cette dimension. Donc je me suis aperçue que le vin, c'était beaucoup plus qu'un produit qu'on consommait, qu'on buvait. C'était une dimension territoriale, ça façonnait les paysages. C'était aussi une histoire extrêmement spécifique à chaque région. Et le dossier des climats de Bourgogne pour le patrimoine mondial m'a donné l'occasion de rédiger de belles pages sur cette histoire. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pu prendre connaissance de la profondeur historique et culturelle du vin pour la Bourgogne et plus globalement pour la France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité, c'est ça ? Oui, absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était le contexte ? Donc peut-être pour donner d'abord un point de vue global, le patrimoine mondial de l'humanité, c'est une sorte de liste premium des choses sur Terre qu'il faut absolument conserver et qui sont un témoignage de notre histoire. Absolument. En gros, c'est ça, oui. Ok. Et donc, votre mission, c'était de faire en sorte que les vignobles de Bourgogne soient inscrits à cette liste. C'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, la Bourgogne, en 2007, avait pour ambition d'inscrire la Côte de Beaune, la Côte de Nuits, les villes de Dijon et de Beaune au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, quand vous vous lancez dans une telle aventure, il faut arriver à trouver ce qu'appelle l'UNESCO appelle la valeur universelle et exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale de votre dossier. Et il faut évidemment qu'il soit très spécifique pour vous distinguer d'autres biens déjà inscrits sur cette fameuse liste premium, pour reprendre vos mots. Et sachant que pour la France, il y a déjà un certain nombre de vignobles qui étaient inscrits, mais principalement la juridiction de Saint-Émilion qui était inscrite. Et il a fallu trouver pour la Bourgogne son caractère distinctif, non seulement aux yeux des vignobles français, mais à l'égard des autres vignobles du monde. Donc à ce moment-là, un des aspects très importants d'un dossier de candidature, c'est ce que l'UNESCO appelle une liste comparative. Et il faut essayer d'établir dans cette liste ce qui fait le caractère spécifique de votre candidature. Et cette notion de spécificité, nous l'avons trouvée à travers le terme de climat, puisque le terme climat
certains utilisent dans d'autres régions le terme de terroir comme équivalent, mais la notion de climat, elle est tout à fait spécifique à la Bourgogne, puisqu'elle définit une parcelle, une identité, un terroir qui est vraiment spécifique et qui a été dessiné au fil des siècles par l'homme. Donc c'est un terme unique qui définit une identité géographique complètement unique elle aussi. D'accord, donc c'est vraiment cette sorte de division parcellaire et le travail qu'il y a eu sur toutes ces parcelles au fil du temps qui a permis de créer cette notion de distinction finalement, d'exclusivité. Absolument, en fait, la Bourgogne compte 1247 climats et qui s'étendent entre la côte de Nuits et la côte de Beaune. Et en fait, c'est ce savoir-faire et ce travail incroyable des hommes à travers les siècles, mais depuis les moines jusqu'aux ducs de Bourgogne, en passant par les vignerons actuels, qui ont identifié sur un peu plus d'un millénaire un terroir spécifique pour identifier à travers le monocépage l'expression d'un terroir. Donc c'est véritablement ce qui fait l'identité de la Bourgogne, c'est comment est-ce qu'à travers le monocépage, le pinot noir ou le chardonnay, on arrive à retranscrire le terroir. Le vigneron, beaucoup disent, est l'interprète de son terroir sur ses côtes de Beaune et ses côtes de Nuits. Et alors maintenant que ce vignoble est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les effets en fait de tout ça ? Alors l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, dans le cas spécifique de la Bourgogne, elle a été demandée et elle a été recherchée parce qu'il y avait un véritable souci de préserver le territoire et de faire reconnaître cette expression si spécifique de la Bourgogne dans son essence et dans son terroir. Donc en fait, je crois que ce qui a présidé à cette démarche de l'ensemble en fait, des acteurs du territoire, il y avait la région Bourgogne, le département de Côte-d'Or, le département de Saône-et-Loire, les villes de Dijon, les villes de Beaune et évidemment l'interprofession des vins de Bourgogne, c'était de préserver cette identité spécifique. Donc cette démarche patrimoniale, elle se fait avec des contraintes juridiques, c'est-à-dire qu'il faut faire la démonstration que vous allez préserver le territoire avec, pour employer une image simple, la Rolls en fait, des outils juridiques que nous avons en termes patrimonial à notre disposition. Sur les biens comme le vignoble, ça s'appelle un site classé, c'est un petit peu l'équivalent des monuments historiques pour les biens naturels. Et donc la côte de Beaune était déjà un site classé. En revanche, la côte de Nuits ne l'était pas. Et donc on a entamé un processus d'inscription au site classé de la côte de Nuits. Donc c'est un travail qui est en cours encore aujourd'hui. Et également la protection d'un certain nombre de villages avec des règles qui concernent l'architecture, l'urbanisme. D'accord. Donc une démarche globale qui est cohérente entre les vignes et les habitations qui forment elles aussi un tout, puisque l'activité humaine dans les vignobles se traduit dans les villages. Le vignoble a donné une empreinte tout à fait spécifique en fait aux villages de la côte de Beaune et de la côte de Nuits qui sont extrêmement resserrés avec un bâti tout à fait typique et qui donne à la côte de Beaune et à la côte de Nuits cette spécificité. Et est-ce que depuis cette inscription, vous constatez un regain d'intérêt, ou on ne peut pas parler de regain parce qu'en fait il y a toujours eu de l'intérêt, mais un développement encore plus impressionnant de cet endroit ? Est-ce qu'il y a eu plus d'investissement ou plus de tourisme aussi peut-être ? Alors, moi j'ai quitté le dossier suite à l'inscription. L'inscription a été obtenue en juillet 2015 et je suis partie quelques mois après, donc j'en mesure pas les effets en termes de retombées touristiques notamment, mais je crois qu'en fait un véritable effet que je pouvais d'ores et déjà sentir à cette époque, c'est la prise de conscience que vous travaillez quelque chose d'exceptionnel et que le monde vous envie, le monde entier vous envie. Et tout d'un coup, de donner, un peu de recul par rapport à un travail que vous faites quotidiennement en tant que vigneron, l'UNESCO vous apporte un peu cette distance par rapport à votre travail et vous fait sentir que vous travaillez plus qu'une parcelle. Vous travaillez une parcelle du patrimoine de l'humanité. Et tout d'un coup, ça donne une responsabilité, une fierté peut-être aussi un peu différente. Donc je crois que d'un point de vue mentalité, ça a changé les choses. Et puis ça, au quotidien, on a commencé à le voir déjà pendant la candidature, responsabiliser également dans la prise de décision sur la façon de travailler les terroirs, sur la façon
par exemple de conserver les murets en pierre sèche, de les restaurer en pierre sèche, de faire en sorte de préserver les petits éléments du patrimoine paysager. Voilà, peut-être des éléments auxquels on prêtait un peu moins attention parce que la mécanisation a bouleversé en fait la façon d'exploiter les terroirs. Et en l'occurrence, ça ramène un tout petit peu de recul dans un territoire qui peut-être parfois vit sa dimension économique, mais peut-être moins sa dimension historique. D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez suivi ce dossier donc, jusqu'en 2015, date de l'inscription, et ensuite vous avez rejoint Vin et Société ? Alors, j'ai rejoint Vin et Société en 2017, en septembre 2017. Pendant une petite année, j'ai fait une incartade par Ficofi, en fait, qui est une société qui fait des caves sur mesure pour des gens qui, on va dire, ont des moyens très premium. Okay. et en fait, ce qui m'a très rapidement manqué, c'est la dimension collective des projets. Les climats de Bourgogne, c'était une dynamique territoriale qui fédérait tout le monde sur le territoire, les habitants, les politiques, les communes. C'était vraiment, on se sentait porté et en même temps on portait. Et je crois qu'en fait cette dimension collective, elle m'a profondément manqué et j'avais besoin de retrouver un projet qui, là encore, défende des intérêts qui soient dans l'intérêt général. Et à travers Vin et Société, j'ai retrouvé ce type de projet et j'étais très heureuse et fière de pouvoir rejoindre Vin et Société. Super. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est Vin et Société ? Parce qu'on connaît tous un peu les nouvelles qui nous arrivent régulièrement. Je pense que beaucoup des personnes qui écoutent sont au courant de certains chiffres qui sont publiés, de belles infographies, etc. Mais qu'est-ce que vous faites à Vin et Société ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Vin et Société, moi je suis déléguée générale au sein de Vin et Société. Et Vin et Société, c'est une association qui fédère les 500 000 acteurs de la vigne et du vin. Elle regroupe la production et le négoce. Et concrètement, c'est la fédération des 21 interprofessions régionales et 7 organisations professionnelles nationales. Donc on peut le dire qu'à travers Vin et Société, c'est l'ensemble de la filière qui est représentée. Elle est représentée au sein de Vin et Société pour défendre une idée qui est que la défense des intérêts de la filière se fait à travers la mise en valeur de la consommation responsable. Donc Vin et Société est l'interlocuteur des pouvoirs publics sur tout ce qui va concerner la dimension sanitaire, mais aussi nos touristiques ou la sécurité routière, la loi E20, voilà, un certain nombre de sujets qui rentrent directement dans le champ de notre mission. Alors, pour bien comprendre l'organisation de toute cette filière, donc il y a des interprofessions qui sont régionales, c'est ça ? Absolument. Et en fait, Vin et Société fait la fédération de toutes ces interprofessions pour rassembler en gros tout le monde autour de la même table et se mettre d'accord sur certains aspects ou c'est tout à fait certaines actions à faire. Ok. Ensuite, dans les missions que vous évoquez, donc vous avez une sorte de rôle de conseil un peu oui. Une sorte de caisse de résonance auprès des acteurs publics Alors en fait, on est une sorte de courroie de transmission entre ce qu'on peut avoir comme remontée des territoires et entre les initiatives que souhaite prendre le gouvernement parfois. Donc j'allais dire, la communication se fait dans les deux sens. Nous faisons parfois remonter au gouvernement un certain nombre de sujets sur des besoins par exemple d'évolution législative, mais dans le même temps, nous sommes l'interlocuteur des pouvoirs publics pour discuter d'un projet d'évolution sur un certain nombre de sujets qui nous sont présentés. Et donc, c'est tout naturellement qu'on assume en fait ce lien entre interprofession et pouvoir public. D'accord. Et donc vous êtes délégué général devant les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, délégué général, en fait, c'est un mot, j'allais dire, qui à la fois représente la direction et qui en même temps met en avant le fait que vous êtes porte-parole. Donc, quand vous vous adressez au pouvoir public, vous avez cette responsabilité de porter la parole de l'ensemble de la filière sur ces sujets que sont notamment les sujets sanitaires. D'accord. Alors, vous êtes à ce poste, du coup, depuis 2 ans. 2 ans. C'est ça, maintenant ? Absolument. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui vous ont concernés ou qui ont été d'un intérêt très particulier, qu'on aurait entendu en échelle ? Alors je pense que pour nous, chez Vin et Société, un des sujets majeurs et j'allais dire une révolution en la matière, ça a été très peu de temps d'ailleurs après mon arrivée, un courrier de la présidence de la République invitant les producteurs de boissons alcoolisées, pas seulement Vin et Société, mais aussi les brasseurs et les spiritueux,
et les vins d'apéritif à travailler en concertation à l'élaboration d'un plan de prévention. Donc D'accord. ça, c'était tout à fait nouveau, puisque Vins et Sociétés étaient engagés en matière de consommation responsable, mais le gouvernement n'avait jamais pris position pour reconnaître une place d'acteur de la prévention aux producteurs de boissons alcoolisées. D'accord. Donc ça, c'est intervenu en janvier 2018. Et suite à ce courrier du président de la République, qui, à travers cette position, cherche à concilier à la fois les intérêts économiques de ces filières et en même temps la santé publique, nous avons mis un plan de prévention à la présidence au terme de 6 mois de travail avec l'ensemble des producteurs de boissons alcoolisées, où on a identifié 30 mesures sur lesquelles on s'est engagé à les mettre en œuvre. Et on peut dire qu'elles sont autour de 2 axes principaux. Le premier axe consiste à sensibiliser les populations à risque à consommer de l'alcool, mais aussi dans le même temps à faire la promotion de la consommation responsable, puisque ce sont les conditions dans lesquelles vous prenez le moindre risque pour votre santé, et ça c'est notre mission également chez Vins et Sociétés. Ok. Donc, c'est-à-dire que le président de la République a adressé une sorte de mission aux acteurs donc de la vigne et du vin, aux brasseurs, aux spiritueux, etc., en leur demandant d'établir une sorte de feuille de route sur comment protéger les consommateurs et faire en sorte que la consommation soit responsable. Vous avez proposé des mesures. Est-ce que vous pouvez peut-être en citer certaines qui ont un intérêt particulier ou qui sont déjà en place peut-être ou qui vont arriver ? Absolument. On a commencé sur plusieurs champs en même temps. Un des premiers champs a été le terrain de la consommation responsable, où on s'est dit que peut-être le consommateur, au moment où on attirait de plus en plus de touristes dans les territoires, on attire 10 millions de touristes dans les territoires vitivinicoles, peut-être n'avait pas conscience que dans la dégustation, il y avait un geste final qui était celui de recracher. Et ça a été une initiative du plan de prévention que de se dire donnons au consommateur le mode d'emploi de notre produit. Et quand il vient dans les territoires pour déguster, eh bien, le plaisir de la dégustation, il doit s'accompagner de l'acte final qui est celui de recracher le vin, parce que ça vous permet d'en apprécier toutes les qualités organoleptiques. Vous n'avez absolument pas besoin d'avaler le produit en dégustation pour pouvoir en apprécier toutes ses qualités. Et puis surtout, quand vous êtes en dégustation chez un vigneron, ça vous permet de découvrir toute sa gamme. Quand vous avez parfois jusqu'à 20 produits à découvrir, eh bien, pour savoir celui qui vous plaît davantage, mais l'idéal c'est de pouvoir aller jusqu'au terme de cette dégustation. Oui, avaler les vins, vins verts, c'est un peu compliqué. C'est à la fois se soucier de la santé des consommateurs, mais c'est aussi faire en sorte de leur permettre cette initiation, parce que le monde du vin, c'est un monde de découverte et de connaissance. Et à travers cette campagne sur le geste de recracher, on s'est dit que ça serait démocratisé. Et si nous-mêmes, en fait, on prenait à travers les professionnels, parce que dans cette campagne, ce sont les professionnels qui s'expriment et qui adressent un message aux consommateurs en leur disant tous ceux qui recrachent mon vin l'adorent, et lors d'une dégustation, pensez à recracher. Eh bien, ce sont eux les ambassadeurs de la consommation responsable. Et on avait aussi sondé dans le cadre d'une étude le fait que les consommateurs se sentaient un peu gênés de recracher le vin. Justement, j'allais vous poser la question là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi cette première campagne de communication, parce qu'on a vu des consommateurs penser que c'était un geste dévalorisant vis-à-vis du vigneron. Alors que pas du tout. Alors que lui, c'est un geste de son quotidien. Le consommateur, sa vie est faite de tests et elle est faite quotidiennement de goûter son vin pour arriver à sa maturité. Donc en fait, c'est un geste de professionnel qui doit être mis à la portée du consommateur qui vient déguster dans un caveau. Et vous avez eu des premiers retours un peu sur cette campagne. Donc on en a quand même beaucoup parlé. Je pense que beaucoup d'acteurs de la vigne et du vin ont diffusé un peu cette campagne, ont essayé de se l'approprier, de donner les clés aussi aux personnes pour le faire. Est-ce que vous avez eu des premiers retours ? Est-ce que vous constatez déjà des changements d'usage ou peut-être des vignerons qui justement vous font remonter que maintenant les touristes qui viennent recrachent tous le vin ou est-ce que vous voyez des choses ? Elle a été diffusée au mois de juillet, cette campagne sur le geste de recracher, donc
C'est encore attendre un encore petit tôt peu, pour sonder, mais cette campagne, elle s'incarne à travers des affiches. On voit des professionnels qui invitent justement le consommateur à recracher le vin, et elle s'accompagne de mémentos qui vous donnent des petits conseils en 5 étapes pour apprendre à recracher sur un mode un peu ludique, et c'est plutôt drôle. On a choisi un billet un peu amusant pour que le consommateur, quand il est dans le caveau, il s'amuse en fait à faire ce geste. Que ce soit pas une contrainte. Exactement. Et en fait, c'est un geste aussi professionnel, et c'est un geste technique. Donc, il faut aussi en comprendre un tout petit peu les codes. Donc, il faut avaler un petit peu d'air aussi pour grumer le vin. Voilà. Et je crois qu'en fait, à travers cette connaissance, le consommateur se l'approprie d'une façon ludique. Et les quelques reportages qu'on a pu voir qui ont été faits dans les territoires avec ces outils, j'ai vu pas mal de trentenaires s'amuser autour de ce geste, en ayant sans doute un peu l'impression de porter des codes qui sont un peu nobles, qui appartiennent au milieu vitivinicole, et de rentrer un peu dans un cercle d'initiés. Donc je crois que pour l'instant, elle a séduit un certain nombre de trentenaires notamment. Et puis on a vu le petit ballon, par exemple, développer tout un axe de communication autour du geste de recracher. Donc on pense que ça a touché en fait son public. Super. Voilà. Super, alors du coup vous l'aurez compris, pour vos prochaines dégustations, pensez à recracher à la fin. On dit même que ça améliore la rétro-olfaction en fait, de recracher, et que ça nous permet de décupler un peu les arômes. Oui, absolument. Ça permet de effectivement mieux apprécier les qualités organoleptiques du vin. Et c'est la raison pour laquelle les professionnels recrachent eux-mêmes. Donc on n'est pas du tout dans un amoindrissement de ces sensations, et c'est l'inverse, ça vous permet d'aller à la découverte de beaucoup plus de produits, et vous-même en fait d'intégrer un peu les codes des pros. Excellent, alors là on a tous les arguments pour ne pas oublier de recracher dans les prochaines dégustations, et j'espère que vous suivrez toutes et tous ces super conseils. Alors vous avez parlé d'une feuille de route pour alors à la fois la prévention et la consommation responsable. Est-ce qu'il y a d'autres mesures intéressantes? Qu'est-ce que je dois faire si je veux consommer de manière responsable le vin? Alors, nous, en termes d'action, on s'est engagé aussi à sensibiliser les femmes enceintes, puisque les femmes enceintes sont un public prioritaire, un public sensible. La très grande majorité des femmes en France savent très bien que consommer de l'alcool pendant leur grossesse fait courir un risque à la santé de leur enfant, et un risque pour leur propre santé. Mais nous avons souhaité nous positionner sur ce sujet parce qu'il est important que l'information se fasse à travers justement un discours qui soit clair de la part de la filière sur ce sujet-là. Donc nous allons sortir une campagne de sensibilisation à l'attention des femmes enceintes à partir du 10 octobre. Donc on y sera attentif. Je vous invite à y prendre part à cette occasion, avec j'espère un claim qui montrera que la filière est à la fois responsable, et en même temps elle ne cherche pas à culpabiliser les femmes enceintes. Chacun prend ses responsabilités, néanmoins l'information est importante et elle doit être partagée. Oui, c'est sûr. Ok, et ben super, on sera attentif du coup à ces prochaines mesures et à ces prochains conseils et communiqués. Alors chez Vin et Société, vous avez aussi une sorte d'aspect, je ne sais pas trop comment appeler ça, presque une branche qu'on connaît beaucoup. C'est tous les travaux que vous faites sur les habitudes de consommation, sur beaucoup de statistiques aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus? D'abord sur la manière de fonctionner, comment vous choisissez vos sujets, comment est-ce que vous faites ces études? Alors, notre sujet, voilà, vous l'avez compris, c'est le volet sanitaire. Donc, ce qui nous importe, c'est de connaître les tendances de consommation de nos consommateurs, de savoir quelles sont les quantités bues, mais aussi quel type de public consomme, dans quel cadre, à quelle occasion, quels produits. Donc on essaie de travailler régulièrement sur des sujets qui nous permettent d'être à la pointe de cette connaissance. Et puis on a aussi des sujets thématiques ponctuellement auxquels on essaie de s'intéresser, sur par exemple les vignerons et le digital, ou la consommation de la génération Y, parce qu'on a besoin de connaître assez largement l'ensemble de notre public. On fonctionne parfois différemment, mais on peut fonctionner soit par sondage, soit par étude, mais globalement, ça nous donne une vision assez large
de qui sont nos consommateurs et dans quelles conditions ils le dégustent. Alors là, vous avez mentionné 3 sujets qui sont super intéressants, donc je vous propose qu'on s'y arrête quelques minutes. Alors, vous avez parlé de vigneron et digital. Oui. Est-ce que, en plus, là, on est pile dans le contexte, alors peut-être que vous pouvez en dire un peu plus Alors, on s'aperçoit que les vignerons, en fait, sont des gens ultra connectés et sont des sujets sur lesquels ils sont assez précurseurs. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on a parfois une image un peu décalée, le caractère digital investit de manière très ancrée la filière. Donc, on est sur quelque chose où, je vais dire, ça casse un peu les codes de représentation. Ça permet de voir à quel point l'innovation fait partie de la filière vitivinicole. D'accord, donc là c'est vraiment le constat en fait de l'appropriation par les vignerons de ces technologies. C'est super intéressant. Sur les habitudes de consommation, ça c'est un sujet qui est ultra présent chez vous. Est-ce que vous avez constaté des évolutions ces dernières années ou quelles sont un peu les tendances de consommation ? Oui. Alors ce qui nous frappe, c'est surtout, on va dire, la façon dont les Français consomment aujourd'hui. Absolument. On a une représentation qui est parfois assez en décalage avec la réalité de la consommation des Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 90% de la population qui consomme moins de 10 verres par semaine. Et on a un marché qui est assez concentré, où on a à peu près 6% de la population qui consomment 40% des volumes. Donc en fait, on a une très grande majorité de Français qui consomment de manière responsable en France. Et ça, c'est un des enjeux chez Vins et Société, c'est de bien faire comprendre que la consommation modérée, c'est l'avenir en fait, non seulement de notre filière, mais c'est l'avenir du consommateur, parce qu'il se respecte, il respecte le produit, et on ne connaît pas de vignerons qui fassent des vins qui ont envie qu'ils soient bu extrêmement rapidement. C'est à l'inverse du binge drinking. Le vin, c'est un produit d'élaboration du temps long. C'est un produit qui se partage. Et en général, vous mettez une bouteille de vin à table, et bien la durée du repas s'allonge. Et c'est un produit que vous avez envie de partager avec des amis. Donc on est en train d'essayer de faire prendre conscience aux uns et aux autres qu'aujourd'hui on est arrivé à une relation mature entre les Français et le vin. Et ça, c'est très important que tout le monde l'ait à l'esprit. Et est-ce que vous avez constaté une diminution de la consommation récemment Alors, la consommation de vin en France, la consommation d'alcool a baissé en 60 ans de 60%. C'est énorme. C'est important. On consommait à peu près 100 litres de vin et on consomme autour de 40 à 42 litres de vin aujourd'hui, par an et par habitant. Des habitudes de repas au bureau ou des choses comme ça. Enfin, Voilà, on est beaucoup moins à consommer du vin ou tout autre alcool sur une pause repas ou des choses comme ça. Absolument. Je crois que vous pointez quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que le vin a évolué, mais les modes alimentaires ont considérablement évolué. Aujourd'hui, la durée du repas s'est considérablement réduite. Les gens se retrouvent beaucoup plus, de manière beaucoup plus courte autour du déjeuner. On va dire que les repas sont aussi davantage pris à l'extérieur. Donc en fait, le type de consommation a été révolutionné puisque historiquement, le vin est principalement consommé à domicile, avec des amis. Et puis les modes de consommation évoluant, vous êtes davantage sur du snacking, vous êtes sur un certain nombre de marques qui livrent aussi au bureau. Donc le vin a évolué avec ces tendances de consommation. Et ces tendances de consommation, elles touchent aussi à ce que l'on mange, c'est-à-dire la réduction de la consommation de viande pour plus d'alimentation végétale. Donc il y a aussi un questionnement derrière qui accompagne ces aliments. Qu'est-ce que je vais boire avec ce type d'aliments aussi ? Donc une évolution dans les tendances de consommation qui va toucher un certain nombre de nos produits, ou par exemple, si le vin rouge reste majoritaire aujourd'hui en termes de consommation, puisque autour de 55% des vins qui sont vins tranquilles qui sont rouges, néanmoins on voit une très très belle remontée des rosés et vins blancs aujourd'hui. Donc ça s'accompagne de changements
et aussi des changements générationnels. Et on voit aussi le développement de vins nature. Peut-être que ça, vous le percevez, vous, dans la filière, vin bio, vin nature, enfin un peu toute cette branche Absolument. avec moins d'intrants, etc. Il y a une appétence pour la naturalité qui est extrêmement forte. Je pense que le plaisir et naturalité sont restés, enfin en tout cas pour le plaisir, ça demeure très présent dans le profil des dégustateurs. Et la naturalité fait son entrée de manière un peu fracassante, mais pas seulement dans le domaine du vin. Donc les consommateurs ont une vraie appétence pour ces produits-là. Et la filière répond aussi à cette dimension-là en ayant des démarches de progrès environnemental, notamment avec le bio et HVE. Donc ce sont des sujets sur lesquels il y a des progressions et sont des sujets qui permettent aussi de rencontrer une génération qui a considérablement changé ses modes de consommation. C'est vrai. Et alors justement sur cette génération qui change ses modes de consommation, vous avez pas mal travaillé sur alors génération Y et le vin, ou un peu en fait finalement les derniers arrivés sur le marché de la consommation de vin en France. Quelles sont les tendances, qu'est-ce que vous repérez, c'est très intéressant de savoir un peu les exigences de cette nouvelle génération aussi, les raisons de consommation. Ça fait beaucoup de questions, mais quelles sont déjà les tendances de consommation dans la génération Y ou dans ces nouveaux consommateurs? Alors, les tendances de consommation, on voit quelque chose de très net, c'est que les jeunes se sont réappropriés le vin autour du repas, mais un repas qui est réinventé. C'est-à-dire que la spécificité du vin par rapport à d'autres types de boissons alcoolisées, c'est quand même encore qu'il se consomme majoritairement à table. Donc les jeunes se sont réappropriés le repas à la française et ils font ce que tout le monde appelle des apéros dînatoires, beaucoup plus que les quarantenaires par exemple. Donc le vin reste présent, mais il intègre ce mode de vie un peu itinérant qu'ont les 18-30 ans. Et on voit une tendance très nette dans cette génération entre 18-30, c'est que le vin accompagne la vie, l'évolution de la vie de ces jeunes, puisque autour de 25-26 ans, quand ils se sédentarisent, le vin reprend sa place un peu statutaire. Donc ils vont en consommer davantage et vont reconvoquer, on va dire, des modes plus traditionnels de consommation. Parce que, oui, le vin a peut-être cet ancrage plus familial, historique. Et autour de la trentaine, on commence à sédentariser, on se met en couple. Et puis, on achète une cave. Voilà, on achète une cave. Et ça fait partie, on le voit bien, de l'identité. Et c'est transmis, en fait, de génération en génération. Il y a aussi une évolution à laquelle peut-être on ne s'attendait pas chez cette génération Y, c'est que le mode de transmission se fait beaucoup entre pairs, mais PAIR. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre cercle d'amis qui va vous initier à ce monde, et peut-être pas autant qu'on l'avait cru par la transmission filiale. Peut-être parce que aussi les parents se montrent précautionneux dans la façon d'initier les enfants et de faire partager la connaissance, c'est pas toujours évident. Et bien en fait, les jeunes se sont réappropriés aussi cette connaissance en ayant des amis qui sont vignerons. Ils s'intéressent à travers les box, la dégustation. Le podcast. Le podcast, avec tout ce qui est fait sur le digital aujourd'hui pour s'intéresser à ce produit. Et puis peut-être aussi un peu, peut-être casser un peu les codes, c'est-à-dire que il y a une génération pour laquelle la terminologie, le vocabulaire vigneron, c'est compliqué. On a l'impression que c'est un monde à part. Et puis, bien, en fait, je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont dit, bien, écoutez, après tout, c'est pas si compliqué le vin. Il faut déjà ramener une dimension essentielle, c'est le plaisir. Alors, vous connaissez peut-être pas les mots, mais vous faire plaisir, ça, vous savez à peu près ce qui vous fait plaisir. Et je crois qu'en fait, si aujourd'hui tout le monde concourt à commencer à avoir un apprentissage autour de la notion de plaisir, ça paraît très important. Non, c'est super intéressant tout ce que vous venez d'évoquer. Donc, j'aimerais revenir sur une évolution, parce que moi, c'est vrai que je la connais un peu avec mes amis. Donc, en fait, vous avez constaté que la transmission du vin, ou se dire tiens, mais tu devrais goûter ça, ou voilà, essayer d'expliquer un peu les choses, ça se fait davantage entre amis, plus qu'avec ses parents qui ouvriraient une bouteille à table ou des choses comme ça. C'est quand même une rupture, j'ai l'impression, dans la transmission, parce que moi j'ai quand même souvent entendu des discours de personnes qui me disaient mais vous y compris d'ailleurs, le vin ça m'est venu parce que telle ou telle personne de ma famille mettait une bouteille à table, on discutait, etc. et ils nous initiaient.
Il y a peut-être aussi un décalage, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'il Oui, c'est sûr. y a évidemment la transmission par le lien familial, mais peut-être que davantage sur la dimension culturelle. Mais le moment de consommation, les études ne le disent pas dans le détail, mais c'est sans doute aussi le moment où voilà, les parents, vous les avez vus consommer, et puis quand on était jeune, le vin, c'était une boisson... disons-le, un peu quand on a 15 ans, on se dit c'est un peu une boisson peut-être de plus âgé. Ouais, c'est Et clair. ça renvoie pas cette image quand on a cet âge-là. Et quand on s'intéresse véritablement aux produits, eh bien je crois qu'en fait, le premier cercle auquel vous vous adressez, ce sont vos amis aussi. Et l'initiation se fait à ce niveau-là. Mais je crois qu'en fait, la transmission n'est pas rompue parce que d'avoir vu une bouteille de vin à table, je crois qu'on se souvient tous des discussions auxquelles ça a donné lieu sur la géographie, le cépage, le vigneron qui l'a produit ou la vigneronne en se disant non, mais moi je le connais, c'est là qu'il faut aller. Enfin voilà, ça, je crois que ça se transmet, mais le goût, c'est encore autre chose. Et peut-être que les deux jouent d'une façon complémentaire, mais ça c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, la transmission autour de ce qu'est le vin et ce qu'il représente dans notre société, le vin a une place unique en France. La France est le deuxième consommateur mondial de vin. Je crois que ça fait partie de l'identité française. On a inscrit le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin, il y a quand même peu de pays dans lesquels on pourrait définir l'identité nationale à travers, je ne sais pas, le béret, la baguette de pain et une bouteille de vin. Ça fait partie des choses essentielles qui définissent notre pays et aussi les habitants. C'est vrai, c'est très vrai. Est-ce que vous constatez aussi un changement dans le lieu de consommation du vin? Peut-être qu'on va... Alors vous avez parlé d'apéro, dînatoire, etc. Peut-être qu'on va aussi un peu plus dans des bars à vin. Peut-être que la consommation dans les restaurants diminue un peu. Enfin, est-ce que vous sentez quelque chose là-dessus? Majoritairement, le vin avant était... il est toujours majoritairement consommé à domicile, entre amis ou en famille. C'est, on va dire, la très grande majorité des tendances de consommation. Néanmoins, on voit une évolution vers la consommation dans les restaurants. Ça, c'est assez prépondérant. Et c'est lié justement à cette itinérance du mode de vie. Mais aujourd'hui, et c'est vrai qu'on voit, c'est une tendance profonde dans la société, à consommer du vin au restaurant. Sur les achats de bouteilles, on peut dire que sur 10 bouteilles achetées, vous en avez 5 qui sont achetées en grande distribution. D'accord. On en a 3 qui sont consommées au restaurant, une qui est achetée au caveau chez le vigneron et une qui va être achetée soit chez le caviste ou en ligne. Donc en fait, ça donne une assez bonne représentation de ce qu'est le panorama de la consommation à l'heure actuelle. Et de ce qui va être fait en fait de cette bouteille à la fin. C'est intéressant, je pensais que la part de caviste ou d'achat en ligne était plus importante que ça. Alors elle est en immense progression et ça va être un des enjeux évidemment clés pour le développement du vin, mais la grande distribution reste tout de même le lieu premier dans lequel les Français achètent le vin. Leur vin. Oui. Ok, c'est super intéressant. Alors je suis désolé de faire ce petit retour en arrière, mais il y a quand même des questions que je ne vous ai pas posées sur Vin et Société. Alors, on a parlé du rôle de Vin et Société, de ce que vous y faites, des travaux qui sont menés. Est-ce que vous avez peut-être des petits éléments sur l'histoire un peu de Vin et Société, comment c'est né, comment ça s'est développé aussi? Alors, Vin et Société, en fait, ça a toujours été une association qui a été positionnée sur la promotion de la consommation responsable. Elle a connu différentes phases. Elle a été aussi parfois plus sur des sujets concernant, par exemple, la clarification de la loi E20 ou remontée du territoire. Alors, la loi E20, pour les personnes qui nous écoutent, juste pour préciser, alors de mémoire, mais là c'est vraiment sous votre contrôle, c'est une loi sur la publicité. Qui encadre en fait la communication des boissons alcoolisant leur ensemble, mais pas seulement de l'alcool en fait, aussi du tabac. Et pardon. Et donc en fait, Vin et Société a parfois travaillé pour être cette courroie de transmission entre les territoires et les décideurs publics, parce que sur la loi E20, il y avait un amalgame qui était fait entre publicité et information œnotouristique. On s'est trouvé à un moment donné avec un très fort développement des territoires sur justement cette attractivité œnotouristique.
et des journaux qui avaient envie de faire un peu de rédactionnel sur ce sujet. Et qui se sont retrouvés condamnés en fait en publiant des articles sur ces sujets œnotouristiques. Et donc Vin et Société a fait remonter cette problématique en sensibilisant les pouvoirs publics, en disant on a un véritable sujet sur la table qui nous revient des vignerons, où on se retrouve condamné quand on vante une région viticole. Et si on peut pas parler de Bordeaux sans parler du vin, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est compliqué parce que souvent les régions viticoles sont des sortes de pléonasmes avec la région. C'est vrai. Alors on parlait des régions qui font une communication sur leur vin, enfin sur leur patrimoine aussi finalement, parce qu'on en parlait au début de l'interview, et qui pouvaient se retrouver bloqués dans le cas de la loi E20. Voilà, ça c'est un sujet qui a mobilisé Vin et Société en 2015. Et en fait, c'est un sujet sur lequel on a pu obtenir gain de cause pour avoir une évolution, une clarification de cette loi E20 qui a permis de distinguer l'information œnotouristique de la publicité. Et ça a permis de donner naissance à un programme comme Une minute un vignoble qui en fait vise à mettre en valeur les territoires vitivinicoles et permettent à chacun de découvrir et d'avoir envie de découvrir. Donc ça, c'est un projet qu'on a réussi à monter suite à cette clarification. Donc je crois que c'est important de pouvoir réaliser que publicité n'est pas information touristique et que du coup, ça peut se faire tout à fait dans le respect de la loi E20, tout en même temps en valorisant la beauté de nos paysages. C'est vrai. Alors toujours sur Vin et Société, alors dans votre carrière en l'occurrence il y a quand même une dimension internationale qui est du coup ultra présente parce que vous étiez à l'UNESCO à la base, puis il y a eu tout ce travail que vous avez fait sur les vins de Bourgogne. Est-ce que Vin et Société est aussi en contact avec un peu ses homologues à l'étranger? Est-ce que vous constatez des choses un peu équivalentes? Est-ce que, je sais pas, il y a une sorte de réunions communes Alors, ça se fait au niveau européen. Ouais. Vin et Société adhère à une association qui s'appelle le Wine Moderation. On se retrouve tous autour de la même philosophie finalement. C'est-à-dire qu'on est persuadé que le bon mode de consommation, c'est la modération. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit en tant que tel qui pose problème, mais c'est bien la façon dont on le consomme. Donc oui, on a ce dialogue au niveau européen, avec des particularités nationales tout à fait différentes, parce que vous n'avez pas du tout le même type de consommation en Allemagne ou au Portugal, en Espagne. Enfin voilà, on est sur des consommations différentes, des temps de consommation différents, des modes de consommation différents, mais voilà, ce qui nous fédère et ce qui, pour le coup, nous fait agir de concert, c'est la mise en valeur de la modération et de cet art de vivre qui va avec la consommation de vin. D'accord. Et pour le futur, un peu de Vin et Société, est-ce qu'il faut, je sais pas, vous souhaitez quelque chose qu'est-ce que vous envisagez un peu dans le développement? Est-ce que vous avez des idées de choses que vous pourriez faire? Alors aujourd'hui, on est dans une stratégie pour essayer de bien faire comprendre aux consommateurs que la consommation responsable, j'allais dire, c'est une philosophie, il le sait de tous les jours. Donc on a envie de rapprocher davantage encore notre produit d'alimentation. C'est aussi ce qui le distingue des autres boissons alcoolisées. Et donc à partir de l'année prochaine, on va se lancer dans une campagne d'information sur l'alimentation et le vin. Ça nous semble fondamental de réaffirmer cette dimension, puisque le vin, alors il y en a qui choisissent ce qu'ils mangent en fonction du vin, mais il y a aussi des gens qui choisissent le vin en fonction de ce qu'ils vont manger. Et on aimerait pouvoir faire de cette dimension sur justement le lien entre alimentation et consommation responsable un axe fondamental de notre communication. Et comme autre projet, on travaille aussi à la mise en œuvre d'une plateforme web qui serait davantage sur la dimension un peu lifestyle du vin. Okay. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une façon d'être plus proche en fait, du consommateur et vous l'expérimentez vous-même à travers vos activités. Je crois qu'en fait, on a tous besoin de pédagogie, on a besoin de s'amuser, on a besoin de comprendre comment le vin est fait. Et il y a aujourd'hui des tas de moyens à notre disposition et c'est la direction vers laquelle on a envie d'aller demain chez Vin et Société. Ok, super, et ben on sera bien sûr attentif à tout ça. Et sur l'alimentation et le vin,
Il y a une excellente rubrique sur les accords mets et vins sur notre site internet qu'on vous invite à consulter avant vos repas ou avant de choisir une bouteille de vin en fonction du type de personne que vous êtes. Et puis vous avez aussi, et parfois on ne le sait pas assez, mais toutes les interprofessions de France développent sur leur site internet des accords mets et vins. Et du coup, parfois, j'allais dire, c'est de la dentelle. Hein. Vous pouvez aller cliquer sur un vin spécifique qui vous amène à avoir des aliments en rapport. Et franchement, je vous invite à les découvrir parce que c'est souvent riche d'enseignements. Et bien alors, si vous avez une idée de repas, mais vous n'avez pas encore choisi le vin, vous savez ce que vous devez faire après avoir écouté ce podcast. C'est direction les sites que nous venons de citer. Alors, il me reste 3 questions à vous poser. On arrive déjà à la fin, on s'est quand même dit pas mal de choses. D'abord, est-ce que vous auriez un conseil de lecture sur le vin ? Le vin, c'est quelque chose... j'ai l'impression que plus on connaît de choses sur le vin, plus on l'apprécie, en fait. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture Alors, je trouve que récemment, j'ai lu le livre de Fabrizio Buccella sur pourquoi boit-on du vin. Et j'ai trouvé que ce mode un peu investigation sous forme de petits chapitres permettait à chacun de trouver une dimension assez intéressante parce que finalement, ça donne une représentation extrêmement multiple des raisons pour lesquelles on peut boire du vin. Et elles sont toutes vraies. Et en même temps, on peut se retrouver seulement dans quelques-unes, mais je trouve que c'est conduit un peu en mode investigation et c'est plutôt amusant. Pour des gens qui connaissent pas grand-chose au vin, c'est très pédagogique et puis il le fait toujours avec un peu d'humour, donc c'est toujours plus sympathique. Super, alors vous savez quelles seront, en tout cas quelle est ma prochaine lecture, mais du coup je vous recommande à toutes et tous de le lire. Je mettrai un lien bien sûr dans la description du podcast et dans les articles qu'il y aura à ce sujet. Ma deuxième question, alors elle est toujours un peu difficile parce qu'elle évoque beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a un vin qui évoque chez vous quelque chose, un souvenir ou je sais pas, une découverte particulière ? Ah, ça c'est difficile comme question. C'est Quand on travaille pour toutes les interprofessions de France. Exactement. Alors, je vais peut-être sortir un joker, mais c'était du saké. Non, j'avoue une tendresse pour le pinot noir parce que je l'ai découvert évidemment dans mon enfance en Bourgogne. C'est un cépage assez complexe, mais je trouve que c'est un cépage qui est révélateur du terroir et je dirais presque plus qu'un vin. Pour moi, c'est un de mes cépages coup de cœur. Voilà. Ok, excellent. Et bien alors, on sait vers au moins quelle région et quel type de vin se tourner. Et pour finir, s'il y avait une personne que vous deviez me recommander d'interviewer dans le cadre de ce podcast, qu'est-ce que ce serait ? J'allais dire c'est lié à mon histoire, mais pas seulement mon histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui apporte fondamentalement quelque chose à la viticulture aujourd'hui en France et dans le monde. C'est Aubert de Vilaine, qui est le co-gérant de la Romanée Conti. J'allais dire, évidemment, tout le monde connaît la Romanée Conti, mais c'est pas sous cet angle-là. Je pense que c'est moi, l'homme que j'ai découvert, c'est quelqu'un qui connaît le patrimoine, quelqu'un qui a une vision en fait de ce que doit être la viticulture, qui a aussi un regard sur le passé et qui, je crois, a vu en fait ces grandes évolutions, ces grandes tendances sur le vin. Et je crois que c'est un grand homme de la viticulture et j'espère que ça sera votre prochain interlocuteur. Excellent, et ben, en tout cas on va tout faire pour, c'est parti, restez attentifs, peut-être que dans les prochains épisodes vous le retrouverez. Excellent, et ben, merci beaucoup Christelle, c'était super. Merci à vous, écoutez, on espère que vous allez faire partie de cette génération qui continuera à transmettre le vin. Merci à vous. J'espère aussi. Merci beaucoup pour votre accueil et à bientôt. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.